Chapitre 1. Les ondes. Dernière partie. Les ondes électromagnétiques. La lumière peut se propager dans le vide. Ce n'est donc pas une onde mécanique. Cette affirmation n'est pas anodine et nous devrons y revenir plus tard. Les ondes électromagnétiques sont des ondes de même nature que la lumière, c'est-à-dire qu'elles résultent d'un couplage entre le champ électrique en bleu et le champ magnétique en rouge. Sur ce schéma, l'onde se déplace selon la direction de l'axe X. Les ondes électromagnétiques sont en effet des ondes transverses. L'histoire de la compréhension des ondes électromagnétiques commence en 1677 lorsque le néerlandais Christian Huygens propose en réponse au modèle corpusculaire de Newton une théorie ondulatoire plus simple. Cependant, l'aura de gloire de Newton suite à ses avancées considérables en mathématiques et en mécanique conduira à négliger la théorie ondulatoire. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle que Fresnel propose une série d'expériences qui ne peuvent être expliquées que par la théorie ondulatoire. Au milieu du siècle, l'Écossais James Clerk Maxwell, qui étudie les interactions entre le champ électrique et le champ magnétique, propose les 4 équations les plus importantes du XIXe siècle. Les équations prédisent entre autres l'existence d'ondes électromagnétiques, dont la vitesse de 300 000 km par seconde est proche de celle que l'on connaît alors pour la lumière. En 1887, Heinrich Hertz, un Allemand, est le premier à produire artificiellement des ondes électromagnétiques. Il arrive de plus à les capter à distance, découvrant alors le principe de la radio, nommé dès lors les ondes hertziennes. Au XXe siècle, les ondes électromagnétiques sont très reliées aux deux grandes évolutions de la physique. L'interaction de ces ondes avec la matière ne pourra en effet être expliquée qu'après l'invention de la mécanique quantique en 1905 par Einstein et Planck, à la suite de la catastrophe ultraviolette que vous avez étudiée en première S. La capacité des ondes électromagnétiques à se propager dans le vide et à vitesse constante, quel que soit leur référentiel, ne serait comprise que grâce à la théorie de la relativité d'Einstein, elle aussi proposée en 1905. La compréhension des ondes électromagnétiques fut donc un processus long, issu de la collaboration de nombreux chercheurs de toutes les nationalités, qui est à l'origine des plus grandes avancées de la physique. Historiquement, l'étude des ondes électromagnétiques commence avec celle des ondes lumineuses. Isaac Newton a d'ailleurs démontré que la lumière blanche est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, comme vous l'avez vu en seconde, c'est le spectre visible. En 1781, Herschel découvre les rayons infrarouges par sérendipité, c'est-à-dire par accident en cherchant à mesurer l'élévation de température due à chaque composante du spectre, et s'aperçoit alors qu'à côté du rouge, de la chaleur est transmise là où il n'y avait rien de visible. Il comprend alors que des rayons invisibles existent, qu'il nomme alors les rayons caloriques, renommés plus tard rayons infrarouges. 20 ans après, Ritter découvre le même phénomène de l'autre côté du spectre, découvrant ainsi les rayons ultraviolets. À la fin du siècle, on découvre les ondes radio et les rayons X, qui seront utilisés directement pour l'imagerie médicale. Enfin, en 1900, les rayons gamma sont découverts grâce à la radioactivité. Les limites de ces différents domaines sont définies par leur longueur d'onde. Vous devez notamment savoir que les ondes lumineuses sont visibles entre 400 et 800 nanomètres de longueur d'onde. Voici une représentation des différentes ondes électromagnétiques avec en haut les fréquences associées et en bas les longueurs d'onde. Attention d'ailleurs au sens des axes qui est différent. Les ondes électromagnétiques interagissent principalement de deux manières avec la matière. En recevant de l'énergie, c'est l'émission d'une onde, ou en cédant à la matière, c'est l'absorption de l'onde. Commençons tout d'abord par l'émission. Les atomes isolés disposant d'électrons dans un état excité peuvent libérer cette énergie sous la forme d'un photon d'énergie bien précise, celle entre les deux niveaux. Les écarts entre tous les niveaux possibles vont correspondre à des photons précis et donc à des spectres de raies de longueur d'onde bien précises, comme ici celui de l'hydrogène dans l'ultraviolet, le visible et l'infrarouge. En effet, la fréquence nue de l'onde est reliée à l'énergie ΔE du photon par la relation variation d'énergie égale h fois nu, où h désigne la constante de Planck. Par ailleurs, les objets chauds émettent eux aussi de la lumière. Ici, de l'acier avant d'être martelé a des nuances de rouge et de blanc. On peut d'ailleurs relier cette couleur à la température avec ce genre d'étalon. En réalité, les objets émettent tous des ondes électromagnétiques, mais aux températures habituelles, celles-ci sont surtout des infrarouges, que l'on peut voir avec une caméra adaptée. Voici le spectre que l'on obtient à différentes températures. On peut constater que plus un corps est chaud, plus le maximum d'intensité se décale vers les faibles longueurs d'onde. Ce que Wien a matérialisé avec la formule de Wien, la longueur d'onde d'intensité maximale multipliée par la température égale 2,898 fois 10 puissance moins 3 mètres Kelvin. Pour l'absorption, le procédé est assez similaire pour un atome isolé. L'électron absorbe l'énergie du photon si celle-ci est pile celle qui correspond à l'écart entre deux niveaux. On obtient alors des spectres complémentaires de ceux d'émission. L'absorption par une molécule est un peu plus complexe car il existe d'autres formes de stockage d'énergie, comme en faisant vibrer les atomes les uns par rapport aux autres par exemple. On obtient alors des spectres plus riches que nous apprendrons à analyser au cours du chapitre 3. Appliquons ces interactions à l'effet de serre.
Sur ces graphiques, vous trouverez en bas le spectre d'absorption de l'atmosphère, avec en gris les parties absorbées et en blanche les parties transmises. En haut, le spectre reçu du Soleil est représenté en orange, et de plus faible longueur d'onde que celui renvoyé par la Terre, en violet, essentiellement composé d'infrarouge car la Terre est bien plus froide. On peut alors constater que l'atmosphère n'absorbe que peu de la lumière du Soleil, alors que plus de la moitié est absorbée quand elle provient de la Terre. Ainsi, l'énergie électromagnétique peut arriver sur Terre, mais difficilement en repartir. C'est l'effet de serre. Reprenons. Au cours de ce chapitre, nous avons revu la définition d'une onde. C'est une perturbation qui se propage. Nous avons appris à la décrire grâce à sa fréquence, sa longueur d'onde, son amplitude et le type de perturbation. Nous avons aussi rappelé que sa vitesse s'appelait sa célérité. Nous avons appris à décrire les ondes mécaniques ainsi qu'à utiliser la fonction logarithme aux échelles décibels et de Richter. Nous avons aussi appris que la fréquence d'un son déterminait à sa hauteur. Par ailleurs, nous avons pu voir grâce aux différents domaines que les ondes électromagnétiques sont omniprésentes, qu'elles n'ont pas besoin de support matériel, et enfin nous avons expliqué en quoi l'absorption sélective des infrarouges par l'atmosphère était responsable de l'effet de serre.